C'est un essai passionnant, un récit dynamisé par une écriture ciselée, le récit historique d'une résurrection, celui des grands empires et de l'émergence progressive d'un nouvel ordre mondial que l'Occident peine à voir avec lucidité et plus encore à affronter en redéfinissant le rôle qui devrait être le sien. Cet essai, il s'intitule Occident, ennemi mondial numéro un. Il a paru le mois dernier aux éditions Albin Michel et nous recevons ce matin son auteur. Bonjour Jean-François Colosimo. Bonjour. Vous êtes essayiste, directeur des éditions Dussert, et je commence par vous citer, ce livre, Partout le chaos s'impose galopant. Il a pour avant-coureurs les dirigeants russes, iraniens, turcs, chinois, indiens. Pris séparément, ils illustrent, ces dirigeants, l'accroissement des régimes autoritaires. Pris conjointement, ils incarnent le basculement de l'ordre planétaire. De quel basculement parlez-vous, Jean-François Colosimo ? Ce basculement, c'est celui qui fait que, vous voyez, nous redoutons un jour de voir arriver la troisième guerre mondiale qui ressemblerait en quelque sorte à la première ou à la seconde. Non, c'est pas du tout ce qui va nous arriver. Nous sommes d'ores et déjà rentrés dans la première guerre mondialisée, c'est-à-dire en fait une planète qui connaît un peu partout des éruptions, des guerres, des luttes, des conflits, des guerres qui n'en finissent jamais, au double sens où elles durent, mais où aussi elles n'ont pas de termes clairs, elles peuvent reprendre à tout moment. Donc nous sommes véritablement sidérés parce que nous pensions que nous avions, nous, en Europe au moins, je dirais, ce privilège de la paix. Et même ce privilège de la paix, il est tombé lorsque Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine. La guerre est de retour, même sur le vieux continent, qui excluait sa possibilité, n'est-ce pas? Et dans ce désordre-là, il n'y a pas, au fond, de ligne claire. On ne voit pas, je dirais, apparaître une nouvelle hégémonie, n'est-ce pas? Les États-Unis eux-mêmes semblent pris d'un vague à l'âme, d'un trouble identitaire comme jamais. Vous voyez, ces deux événements qui ont été tellement fort symboliquement, ce départ bâclé d'Afghanistan sous Joe Biden, là encore, il y a eu 20 ans de guerre, n'est-ce pas? Il y a eu 3500 milliards de dollars dépensés dans cette guerre, des morts sans nombre, tout ça pour effacer les talibans. Non, les talibans sont là, ils règnent, il n'y a même pas eu, je dirais, une formule de cesser le feu ou un traité de paix. Et puis pour cette Amérique aussi, évidemment, le deuxième événement, la rupture du mythe fondateur, la profanation du temple de la Constitution, évidemment l'invasion du Capitole par les Trumpistes. Cette Amérique va mal, elle était encore, il y a une dizaine d'années, l'hyperpuissance. La voilà en fait d'un coup en quelque sorte détrônée et puis assaillie par ces nouveaux empires. Ces nouveaux empires, alors c'est vous qui employez le terme, ce terme d'empire et même de néo-empire, qu'est-ce qui les caractérise profondément? On connaît les empires classiques, hein, et d'ailleurs vous en dressez, vous en tirez le fil dans l'histoire, dans ce livre qui s'intitule Occident, ennemi mondial numéro un. Qu'est-ce qui caractérise ceux d'aujourd'hui? Alors, ceux d'aujourd'hui, je dirais, si vous me permettez, c'est que d'abord, ils le furent hier des empires. Ah, n'est-ce pas, derrière la Russie de Poutine, il y a évidemment de manière reconstruite. C'est un imaginaire. C'est un imaginaire belliciste, c'est un imaginaire conquérant. Mais derrière la Russie de Poutine, il y a l'empire tsariste. Derrière Xi Jinping et la République populaire de Chine, il y a l'empire des Han. Derrière, évidemment, l'Iran, il y a l'empire perse. Et puis derrière Erdogan, il y a l'empire ottoman. Donc, vous voyez, quand vous voyez à peu près ces puissances se liguer, c'est qu'elles ressuscitent déjà, en fait, un passé. Quel passé? Le passé de leur puissance. Quand est-ce que c'était? Mais c'était juste après les grandes découvertes, juste après 1492, quand ces empires régnaient véritablement sur l'Orient, quand ces empires, il leur semblait qu'ils avaient l'avenir devant eux, et puis d'un coup, ça s'est enrayé, parce qu'est apparue cette puissance incroyable, l'Europe, n'est-ce pas? L'Europe avec ses bateaux, l'Europe avec ses canonnières, mais l'Europe aussi avec ses savants. Et ces empires-là, ces anciens empires, ils ont dû faire face d'un coup à l'impératif de se moderniser. Mais se moderniser, ça voulait dire s'européaniser. S'européaniser, ça voulait dire changer d'identité. Comment changer d'identité tout en restant soi-même? Comment dérober à cette Europe le feu prométhéen, n'est-ce pas, de la puissance? Comment, en fait, ne pas se faire écraser? Nous avons eu au XVIIIe et au XIXe siècle une course de ces empires
en fait, à cette modernisation. Ils l'ont raté. Ils l'ont raté pourquoi? Parce qu'ils voulaient bien prendre tout de l'Occident, ou de l'Europe, pour être plus exact. Ils voulaient bien tout prendre de Et l'Europe. notamment la technique, et notamment La l'administration, technique, notamment la... l'armée, la technique qui permet de maîtriser le monde, d'arraisonner le monde. Voilà. Mais tout, l'administration, l'armée, vous avez raison. Tout, sauf une chose, la mise en question de l'autocratie. En fait, ces modernisations ont été menées pour sauver l'autocratie conçue de manière assez asiate, c'est-à-dire véritablement une forme de divinisation du pouvoir politique. Donc ça a raté. Et ces empires que vous décrivez, du point de vue territorial aujourd'hui, n'existent plus. Leur temps est révolu et pourtant, vous en revenez à cette notion d'empire. Je le redis, vous expliquez qu'il s'agit de néo-empire. Encore une fois, comment est-ce Oui. que vous définissez cette notion-là? Parce ils ont passé ces anciens empires par une immense modification au XXe siècle. Ils ont choisi deux voies de modernisation résolues, soit le nationalisme, soit le communisme. C'était l'Occident plus, n'est-ce pas, hein? C'était ça qu'il fallait comprendre. Et ils ont, à ce moment-là, véritablement muté, je dirais. Ayant muté, ils se sont retrouvés assez mal, parce qu'ils ont pratiqué des utopies et des religions séculières. Aujourd'hui, cette idée impériale, elle revient, mais je ne fais que la constater dans la bouche de Vladimir Poutine. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il faut reconstruire l'Empire, que la chute de l'URSS, ça a été la plus grande calamité du XXe siècle, comme s'il n'y avait pas eu Auschwitz, le Goulag, enfin, etc. Ou Hiroshima. Est-ce qu'une part de la Mais cécité... c'est aussi, regardez Erdogan, excusez-moi. Il dit partout où, en fait, il y a eu l'Empire ottoman, c'est chez moi. N'est-ce pas? Xi Jinping veut reconstituer la Chine. L'Empire perse, il s'étend, je dirais, dans l'ensemble de l'arc chiite. Et il y a évidemment l'Inde de Modi. L'Inde de Modi, elle veut moins conquérir des territoires que purifier son territoire de tout ce qui n'est pas indien, en fait hindou. Est-ce qu'une part, Jean-François Colosimo, de notre cécité collective, je parle de la cécité européenne, quant à ce nouvel ordre mondial, ne vient pas justement du fait que nous sommes méfiants quant à la notion d'empire, que nous la connaissons mal au fond depuis plusieurs décennies, parce que nous l'avons rejetée depuis la décolonisation et parce que l'intégration européenne a substitué à la notion d'empire l'idée de s'intégrer et de créer un espace de paix? Oui, vous avez parfaitement raison. D'abord, bon, je dirais que les plus grands tourments de l'Europe, et ça a été véritablement la suppression des grands empires continentaux en 1918, n'est-ce pas? L'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois disparaissent. Qui plus est, chez nous, la notion d'empire est liée au colonialisme. Les deux grands empires qui vont persister jusqu'après la Deuxième Guerre Anglais et mondiale, français? c'est l'Empire français et l'Empire britannique. Rendez-vous compte, 30% à eux deux des terres émergées, 35% de la population mondiale. Mais ce sont des empires du lointain, n'est-ce pas? La grande aventure européenne, c'est en fait l'État-nation. C'est ça. Et ces États-nations, après s'être férocement combattus, parce qu'il y a peut-être quelque chose à voir dans l'Europe, c'est la loi de la guerre. Lorsqu'on fait une espèce de carte, vous voyez, des guerres à travers les siècles sur 3 millénaires, et qu'on essaie de localiser, ben, l'Europe est criblée de guerres. Rappelez-vous, la guerre de 100 ans, 100 ans de guerre, la guerre de 30 ans, la guerre de 7 ans, les guerres de religion, n'est-ce pas? C'est comme ça que l'Europe a appris qu'en fait, il y avait toujours un risque d'inhumanité. Ce risque d'inhumanité, il est allé à son maximum avec la reconstitution du Reich allemand sous le nazisme. À partir de ce moment-là, on a voulu exorciser ce mal et en quelque sorte, je dirais, neutraliser le vieux continent en pensant que nous étions à l'avant-garde. Nous étions la proue, en quelque sorte, du devenir du monde, que notre passion pour la paix et la réconciliation allait triompher. Erreur magistrale, voyez où nous en sommes. L'autre donnée fondamentale sur laquelle se fondent ces néo-empires, et vous le racontez là encore très bien, c'est la religion. On observe un retour du religieux dans ces espaces politiques. Comment est-ce qu'on l'explique? Ah ben ça, c'est assez simple. C'est que qui dit modernisation, vous voyez, donc quand je dirais vous pratiquez l'ABC des Lumières
d'une manière un peu rudimentaire, un peu, je dirais même primitive, etc. Bon, il faut se débarrasser de l'obscurantisme. Il faut se débarrasser de ce qui vous empêche de vous moderniser. Alors, à Téhéran, à Saint-Pétersbourg, à Moscou, à Pékin, etc., au XXe siècle, on se dit soit qu'on ait choisi la solution nationaliste, Turquie de Kemal, Iran de Pahlavi, Inde de Nehru, soit qu'on ait choisi la solution communiste, Lénine, Staline et Mao, n'est-ce pas? On se dit, qu'est-ce qu'on a raté dans la modernisation, dans l'occidentalisation? On n'est pas allé assez loin dans la destruction de notre passé. Il nous faut un véritable an zéro. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va déraciner, quoi. On va avoir, voilà, avec l'exode rural, on fait des paysans des ouvriers et on fait des ouvriers des athées ou plutôt des croyants dans la religion du progrès. Bon, alors, ce désastre-là, il va falloir le réparer. Parce que le problème des religions séculières du XXe siècle, c'est qu'elles commettent une véritable erreur, elles promettent le ciel sur terre. Alors, au bout de 70 ans, on se rend compte que la promesse ne tient pas, n'est-ce pas? Les autres religions sont beaucoup plus, je dirais, professionnelles dans le fait de tout remettre dans l'au-delà. Lorsqu'il y a ce désastre, cette fin des utopies, cette fin de la croyance dans le progrès, qu'est-ce qui reste aux successeurs de ces potentats? Ceux qu'on connaît aujourd'hui, Poutine, Xi Jinping, Modi, Erdogan. Mais il reste à voir que l'erreur, ça a été de vouloir supprimer la religion. Alors on va chercher dans le KGB, là derrière, dans le musée où on avait remisé la religion. Et on reprend la religion, parce que la religion, c'est un maximum d'identité, c'est un maximum d'inclusion du peuple qu'on domine, c'est un maximum d'exclusion des peuples qu'on désigne comme hérétiques. C'est aussi une capacité de mobilisation extraordinaire. C'est l'instrument facile pour recréer les empires? Oui, parce que ça donne un sens à la mort et au sacrifice, n'est-ce pas? Ça permet de mobiliser. Il n'y a pas de meilleur carburant, malheureusement, je dirais, à la divinisation du politique que le fait religieux. Comment est-ce que les Chinois, en quelques mots, se fondent sur la religion pour redonner du sens à cet empire chinois? C'est peut-être l'exemple pour lequel on voit le moins comment la religion est utilisée. Oui, parce que le mot religion, on le sait, ne se traduit pas en chinois, et puis que la Chine a ses propres constructions. Mais il faut bien voir que l'occidentalisation, la modernisation est passée par là, pardon. Dès, en fait, le XVIe siècle, se pose la question de savoir quelle religion nous avons pour résister à la religion des arrivants, de ceux qui viennent d'Europe. La réponse, c'est le confucianisme d'État. Il va ressurgir au XIXe siècle, ressurgir au XXe siècle, et aujourd'hui, c'est en quelque sorte la foi que professe Xi Jinping. Son père brûlait les écrits de Confucius, lui, il marie Marx et Confucius, toujours moins de Marx, toujours plus de Confucius. Suite de notre conversation avec Jean-François Colosimo, essayiste qui vient de faire paraître aux éditions Albin Michel Occident, ennemi mondial numéro 1. Et un même ennemi, Jean-François Colosimo, dites-vous, qui a tout d'un bouc émissaire, cimente la coalition des néo-empires, la Chine, l'Inde, la Russie, l'Iran, la Turquie. Cet ennemi, il le nomme Occident. Alors on sait ce que c'est que l'occidentalisme, Jean-François Colosimo, le fantasme de ce que pourrait être l'Occident et sa décadence. Est-ce que l'Occident est une notion pertinente pour vous, pour comprendre la nouvelle géopolitique mondiale? Alors, non, c'est une manière dont ils ont de... Non, et pourtant c'est votre titre. Oui, mais c'est, je dirais, c'est le titre c'est le titre que, en fait, ce titre-là renvoie de manière un peu ironique à la manière dont eux, ces potentats, nous désignent, n'est-ce pas? Mais savoir désigner l'ennemi, c'est vital dans une guerre. Alors, cette notion d'Occident, non, bien sûr, elle ne veut pas dire grand-chose. Elle ne veut pas dire grand-chose historiquement, elle ne veut pas dire grand-chose culturellement. Chacun y met un peu ce qu'il veut. Il y a 10 000 façons de concevoir l'Occident. Dans l'histoire occidentale, si je puis dire, on ne parle de l'Occident que, effectivement, pour dire qu'il décline, qu'il va mal, etc. Ça apparaît à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. C'est lorsque l'Occident semble s'éteindre. Or, Occident, ça veut dire s'éteindre, ça veut dire, en fait, chuter, tomber. C'est la lumière du soleil qui disparaît. C'est la nuit. L'Occident, c'est crépusculaire. Donc, c'est quand notre histoire se fait crépusculaire que nous parlons volontiers d'Occident. Maintenant, l'Occident, pour ces potentats, n'a qu'un sens
propre, concret, c'est l'alliance, en fait, atlantique. C'est le fait que les États-Unis et l'Europe soient dans l'OTAN, n'est-ce pas? Donc c'est d'abord et avant tout la désignation d'une alliance Parce géostratégique et militaire? oui, c'est ce cartel, principalement anglo-saxon, qui est en fait, une puissance, d'abord militaire et qui en fait correspond aussi à, je dirais, l'hégémonie des États-Unis sur cette espèce de club, que formeraient, l'Amérique et l'Europe. Vous voyez? Parce que donc quand je dis Occident, admettons que je prenne, comme, critère, l'état de droit, la démocratie, des élections libres, une Il est relative. partagé au-delà. Alors c'est dans cet Occident, pourquoi vous ne mettriez pas l'Argentine? Mais quand on dit l'Occident, vous pensez jamais aux pays d'Amérique latine. En revanche, vous y mettriez plus facilement l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Ce qui veut dire qu'on est bien sur ce cartel atlantique anglo-saxon dominé par Washington. Voilà. Alors cet Occident-là, évidemment, nos amis, les nouveaux potentats, les néo-empereurs, le désignent comme cette espèce d'hydre corrompue, corruptrice, hypocrite, menteuse, qui en fait assoit son hégémonie mondiale, sa volonté de prédation continue sur un mensonge qui s'appelle l'universalisme, c'est-à-dire les droits de l'homme et le droit international. Et dans le même temps, est-ce que ces potentats, ces néo-empires, comme vous les appelez, est-ce qu'ils désignent tous de la même façon l'Occident? Pour Poutine, l'Occident, c'est d'abord le truchement de la décadence, de la dépravation, c'est des mœurs abîmées qu'il faut éloigner au maximum de la Russie. Pour la Chine, c'est un peu autre chose. L'Occident, c'est d'abord les États-Unis et son échec économique, sa difficulté à transmettre et à diffuser le progrès. C'est pas la même chose pour tout le monde, Non, bien l'anti-occidentalisme. sûr. Mais malgré tout, évidemment, chez Poutine, il y a cette représentation totalement fantasmatique que lui-même, en quelque sorte, serait le sur-occidental réussi parce que il serait le rempart de la civilisation avec un grand C, qui serait le défenseur des valeurs traditionnelles, qui serait le défenseur de la famille, etc. Toutes sortes, en fait, d'illusions dont s'est entretenue une certaine droite française, de la même manière qu'une certaine gauche, au moment de l'URSS, ne voulait pas voir le goulag. Aujourd'hui, il y a une certaine droite qui ne veut pas voir que Poutine est véritablement un barbare, un, un véritable tyran, un despote sanglant. Alors, évidemment, pour Poutine, cet Occident lui permet de reconstruire une espèce d'idéologie de la pureté, de la force. Vous voyez d'ailleurs toute son iconographie, n'est-ce pas? Poutine à cheval, Lui parle même Poutine en train de plonger. lui parle même d'Occident collectif. Pourquoi est-ce qu'il adjoint ce Bah, qualificatif? collectif, parce qu'il dit, voilà, vous n'en sortirez pas, n'essayez pas de vous distinguer, vous êtes dans la main de l'Amérique. Mais il a aussi cette notion de Sud global, qui ne veut pas dire beaucoup plus, pour dire la vérité, si ce n'est que effectivement, dans le Sud, on n'aime pas Poutine, on a un mauvais souvenir de l'Union soviétique, mais malgré tout, on trouve que oui, les États-Unis ont une politique étrangère et une façon d'exercer leur domination qui est injuste. Et là-dessus, Poutine surfe, évidemment. C'est ce que je souhaitais vous demander, Jean-François Colosimo. Est-ce que l'anti-occidentalisme produit des effets? Est-ce que, d'une certaine manière, cette idéologie, ce recours à la notion d'Occident fonctionne? Il fonctionne moins que ne le souhaiteraient ces potentats, ces néo-empereurs, à tsar, timonier, guide, comme ils s'intitulent eux-mêmes. Mais ça fonctionne sur les erreurs, en fait, je dirais, de ce club que serait censé constituer l'OTAN. Nous avons laissé l'Amérique développer, en fait, sa vision du monde. Or, en fait, cette vision du monde est antagonique avec la nôtre, à nous, Européens. C'est ce que nous n'avons pas voulu voir. Elle est antagonique parce que chez nous, le mythe fondateur, c'est que nous sommes toujours en risque d'inhumanité. La barbarie est toujours possible. Tout va vite de ce point de vue-là. La pente, elle est irrésistible si on se laisse aller. Mais aux États-Unis, non. Le mythe fondateur, c'est une terre promise, vierge, présumée vierge, un territoire réservé pour instaurer l'empire du bien.
Donc, les États-Unis entretiennent à rebours de nous, nous, voyez, nous sommes des descendants du péché originel. Il y a une fêlure dans le J'ignorais. monde, il y a un mal qui rôde, n'est-ce pas? Mais eux, non, c'est la domination innocente. D'où d'ailleurs le fait que lorsqu'ils ont des expéditions militaires et on revienne, ils ne comprennent pas pourquoi tant de haine à notre rencontre. Mais pourquoi tant de haine? Parce qu'il y a là aussi une conception impériale du monde et qui plus est, les États-Unis sont constitués sur un mode politico-religieux qui est le même que celui que cherchent ces néo-empires. La religion civile américaine, n'est-ce pas? La certitude d'un certain messianisme et d'un certain millénarisme. Et puis pour finir, à travers ces guerres insensées, à partir du 11 septembre 2001, ces guerres qui ont mené nulle part, ces guerres qui ont fait que l'Amérique elle-même a risqué de perdre son âme, n'est-ce pas? À travers ces guerres où on avait un George W. Bush qui osait parler de bombes humanitaires parce que ces bombes allaient apporter la liberté, la prospérité, bon, un messianisme délirant. En fait, on a donné à ces néo-empereurs, à ces despotes, à ces tyrans, l'Amérique a donné le réquisitoire qu'ils peuvent dresser contre ce qu'ils appellent l'Occident. Il est temps, à mon sens, véritablement que nous nous séparions de cette représentation américaine de l'hégémonie. L'autre critique que l'on pourrait adresser, Jean-François Colosimo, à la notion d'anti-occidentalisme prise comme un front commun, en tout cas, c'est que justement son front commun n'existe pas entre la Chine, l'Inde, la Russie, l'Iran, la Turquie. Il y a des tensions fortes, des tensions évidentes, ne serait-ce qu'entre la Chine et l'Inde, qui sont dans un rapport de Vous avez compétition raison, territoriale bien sûr. évidente, ne serait-ce également qu'entre la Russie et la Chine, puisqu'il y a un rapport de force qui est en train de se construire, la Russie ayant peur de devenir le vassal chinois. Je crois que c'est quasiment fait, C'est peut-être malheureusement. quasiment fait. Alors pourquoi, là encore, utiliser, recourir à cette notion d'anti-occidentalisme pour tenter de lire le monde géopolitique contemporain? Parce que je crois que véritablement, il y a une espèce de moteur de haine, de détestation, n'est-ce pas, finalement, l'idéal d'universalité chez tous ces potentats. Alors, de ce point de vue-là, oui, bien sûr, ils vont s'entre-déchirer demain. Ils n'ont fait que ça, d'ailleurs. Avant, je dirais, la grande opposition, la grande glaciation Est-Ouest, ils n'ont fait que connaître des guerres incessantes Mmh. entre eux, se disputer le Caucase pour les Russes et les Ottomans, les Turcs, se disputer le Cachemire, pas pour les Indiens et les Chinois, enfin. Et puis, cette puissance iranienne, qui est une puissance de chaos au Proche-Orient. Donc, tout ça est vrai. Demain, ils vont se déchirer. Mais aujourd'hui, pour l'instant, le fait qu'ils nous désignent comme leur ennemi commun suffit à cimenter leur relation. Alors, avant qu'ils ne s'autodétruisent, ce qui arrivera, il faut quand même que nous demandions qu'est-ce qui va se passer dans l'entretemps, n'est-ce pas? Et c'est ça mon objet, l'objet de ce livre, c'est comprendre d'où cela vient à travers 3 à 4 siècles d'histoire, mais comprendre aussi qu'il y a aujourd'hui une véritable urgence. Il y a véritablement une urgence à ce que nous reprenions notre destin en main. Nous voyons bien d'ailleurs, à travers la terrible affaire d'Ukraine, n'est-ce pas, que les États-Unis, en fait, sont très loin. Non seulement ils sont très loin, mais ils sont occupés par leurs propres problèmes identitaires. Donc quand vous dites qu'il faut reprendre notre destin en main, c'est d'abord et avant tout l'Europe qui doit reprendre ce destin en main, reconsidérer les choses, ce nouvel ordre mondial que vous décrivez avec lucidité? Oui, je crois qu'il y a surtout un rôle que la France doit jouer. C'est pas pour faire du cocorico idiot. La France, c'est le seul pays de l'Union européenne aujourd'hui qui a la puissance nucléaire, puisque les Britanniques sont partis, n'est-ce pas? C'est le seul pays qui a une armée complète, terre, air, mer, même si elle n'est pas à proportion du retour de la guerre conventionnelle. C'est le seul pays qui soit présent sur toutes les mers, dont ce Pacifique que vous mentionniez à raison, puisque c'est là où va se jouer le sort du monde demain, n'est-ce pas? C'est le troisième grand bassin après la Méditerranée, après l'Atlantique, le Pacifique et l'affrontement entre la Chine et les États-Unis. Mais cette France-là, n'est-ce pas? Elle a aussi développé
parce que c'est ça le génie de l'Europe, c'est ça. Le génie de l'Europe, c'est d'avoir fait le colonialisme, mais aussi l'anticolonialisme, n'est-ce pas? D'avoir pensé contre soi, ce retour critique, cette aussi capacité de demander pardon. Il faut y insister. Donc, cette France-là, elle sait aller aussi vers les autres cultures avec, je dirais, un esprit de reconnaissance. Reconnaître les autres comme autres et en même temps leur dire merci pour ce qu'ils apportent d'enrichissement, n'est-ce pas? Comment est-ce que cela doit ou comment cela devrait-il s'incarner dans le cadre de la guerre en Ukraine justement? Est-ce que la position d'Emmanuel Macron qui entend peut-être impliquer une part de l'armée française dans ce conflit, en tout cas quand il explique que cela pourrait exister, est-ce que c'est déjà un début de Oui, réplique? oui, parce que c'est, un acte de souveraineté. D'ailleurs, au passage, il n'y a que les souverainistes qui l'ont critiqué, ce qui montre bien que, il y a des contradictions en France qui semblent, tout à fait, insurmontables, n'est-ce pas? La peur de la guerre, non, il ne faut pas avoir peur de la guerre parce qu'elle est là. Ce dont il faut avoir peur, c'est de notre peur. C'est ça la vérité de ce qui se passe aujourd'hui. Et vous voyez le courage des Ukrainiens, mais pas que, le courage des femmes iraniennes, le courage des Ouïghours, qui, alors pour le coup, véritablement, la Chine populaire a entrepris de les réduire à néant, mène une entreprise génocidaire contre eux. Tous ces gens-là, ils résistent. Mais vous croyez que les femmes iraniennes résistent parce qu'elles veulent devenir occidentales, au sens où on l'entendrait, je ne sais pas, en Californie? Non, elles veulent être libres, mais elles veulent être iraniennes en même temps. Cette manière de conjuguer, je dirais, l'universalité avec aussi ce chatoiement des peuples, cette diversité, des cultures, n'est-ce pas? Oui, là, la France a un rôle historique à jouer parce que elle a l'expérience millénaire de tout ça. Elle a commis assez de fautes aussi, je dirais, pour avoir conscience que lorsqu'on va vers l'autre, on y va véritablement de manière généreuse. Est-ce que l'Occident est faible selon vous ou est-ce qu'il est trop peu conscient de ses forces? Mais encore une fois, l'Occident, ça existe peu ou pas. Je veux dire, qu'est-ce qu'on va dire de cet Occident? Si vous me permettez, on va dire, tiens, il est grec. Alors parlons de l'Europe et des États-Unis. Voilà. Mais les États-Unis sont dans l'illusion, je dirais, de la puissance et nous, nous sommes dans la crainte de la puissance parce que, effectivement, encore une fois, notre histoire est lourde de ce point de vue-là. Mais si nous cédons, si nous nous plaçons dans une position d'impuissance, si nous désespérons les Ukrainiens qui ne luttent pas que pour eux-mêmes, pour leur propre liberté, mais aussi pour la nôtre, si nous nous abandonnons en quelque sorte, alors nous porterons une responsabilité gravissime, comme dans les pages les plus sombres de notre histoire. Est-ce que la guerre au Proche-Orient, 6 mois, de guerre, je le rappelle, entre Israël et le Hamas, rebat les cartes du point de vue de l'occidentalisme ou au contraire cristallise le front qui est en train de se dessiner? Alors moi, je réfute ce front, hein, on l'a bien compris tout de même, mais je ne veux Mmh. pas me laisser piéger par ce front. Je dirais que, en tant que Français, en tant qu'Européens, et par-delà évidemment tous les commentaires qu'appellent ces 6 mois de guerre, n'est-ce pas? Il y a une chose sur laquelle on ne peut pas céder en tant qu'Européens, c'est sur cette vague mondiale, planétaire d'antisémitisme, n'est-ce pas? Qui s'est déclenchée. Et là-dessus, en laissant de côté, encore une fois, toutes les considérations qu'on peut avoir, Netanyahou, la politique, etc. Là, il y a un non très ferme à dire, n'est-ce pas? Parce que la manière dont, finalement, on traite, on considère le juif à travers le prisme biblique, c'est la manière dont on considère l'homme, la femme, l'être humain. Et de ce point de vue-là, je dirais que nous sommes en situation de danger métaphysique, de danger moral, mal maîtrisé, avec toutes sortes de passions. Qui est ce Euh, «nous» dont vous parlez? nous, Français. Français plus qu'ailleurs? Vous Nous, expliquiez à non, l'instant que Français, l'antisémitisme Français, traversait. Européens, oui, mais nous avons une histoire, n'est-ce pas?
Eh ben, je veux bien, si l'on est indien, qu'on médite sur l'antisémitisme, vous conviendrez avec moi que c'est pas tout à fait la même chose que si on est français ou allemand. Voilà, je crois que c'est ça la véritable question. Maintenant, on voit bien aussi que euh, l'Amérique, là encore, n'est-ce pas, est dans une position brouillée, embrouillée, inefficace, contrainte, et finit finalement par recueillir tous les suffrages, je dirais, négatifs de tous les côtés. Donc c'est ça la grande nouvelle. La grande nouvelle, encore une fois, c'est que nous ne pouvons plus, nous, vieux Européens, nous appuyer sur un nouveau monde qui lui-même est en train de vaciller. À ce sujet, vous posez dans ce livre intitulé Occident, ennemi mondial, et qui numéro un, et qui vient de paraître aux éditions Albin Michel, une question fondamentale. Je vous cite: une relative désoccidentalisation du monde ne serait-elle pas la condition de moins d'inégalités et en conséquence de moins de frustration, de convulsion? Fin de citation. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être répondre à la question que vous avez vous-même posée? Mais je crois que, vous voyez, lorsqu'on voit Poutine, Xi Jinping, Modi, Erdogan, Khamenei, d'ailleurs, trois d'entre eux se donnent rendez-vous en Afrique. Poutine, Erdogan et Xi Jinping. L'emprise de la Russie actuelle, de la Chine actuelle, de la Turquie actuelle sur l'Afrique subsaharienne, c'est une emprise qui est en fait impériale, qui est en fait occidentaliste au sens de la prédation et qui est en fait colonisatrice, n'est-ce pas? Donc, nous devons aujourd'hui bien concevoir que si nous en restons à de tels schémas de domination culturelle, eh bien, nous allons, je vous dirais, vers la catastrophe et nous ouvrons la brèche à ces néo-empires, n'est-ce pas, pour reproduire ce que nous avons fait nous-mêmes de pire. Est-ce que la brèche, lorsqu'on observe justement ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, vous le décriviez, est-ce qu'elle n'est pas déjà largement ouverte? Est-ce qu'on n'a pas déjà Bien sûr, mais perdu cette bataille? oui, enfin, vous connaissez le fait que perdre des batailles, c'est pas tellement ce qui compte, parce qu'on en perd toujours. Mais je crois, encore une fois, que le pacte culturel est aussi une arme. Voilà, n'est-ce pas? Et que de ce point de vue-là, alors nos ennemis, parce que ce sont nos ennemis, n'est-ce pas, ces néo-empires, ils sont radicalement désarmés parce qu'ils ont éteint leur propre culture. Ils sont dans une, en fait, entreprise de destruction de leur propre culture. Voyez Poutine en Russie. Est-ce que Poutine, c'est la Russie? Est-ce que Poutine, c'est Dostoïevski? Est-ce que c'est Tolstoï? Est-ce que c'est Solzhenitsyn, Chalamov? Rien de tout ça. Rien de tout ça. Où en est la culture en Iran? Mais la culture en Iran, elle est formidable, grâce aux Iraniens, aux Iraniennes, pas grâce aux guides. Donc, ce phénomène-là, je dirais, ce front-là, il ne faut pas le rater, n'est-ce pas? Parce que ce qu'il y a derrière, c'est que, en fait, ces néo-empires, qui sont des puissances de destruction, participent à leur manière aussi de la mondialisation dans ce qu'elles arasent les différences. Du point de vue géostratégique, là encore, Jean-François Colosimo, comment construire à l'échelle de plusieurs États? Il faut d'ailleurs en définir l'échelle même, à l'échelle peut-être européenne, à l'échelle atlantique. Comment définir une politique stratégique pour faire face à ces néo-empires? Mais écoutez, aujourd'hui, on voit bien que la France a pris là-dessus, je dirais, une position de leadership. Le couple franco-allemand est quasiment mort, alors qu'il est en raison de l'entêtement de Scholz, de son cerveau dinosaurien en quelque sorte, n'est-ce pas, qui date quasiment de la guerre froide. Regardez en revanche son vice-premier ministre, le vice-chancelier, qui est un écologiste, un vert, mais qui a été nourri à la pensée antitotalitaire. Lui, il est, n'est-ce pas, en phase avec ce que nous voulons. Mais comment s'incarne ce leadership français que vous décrivez? Par le fait, encore une fois, que si nous ne faisons pas, nous, l'Europe de la défense, alors l'Europe restera impuissante. L'Europe restera
une espèce de continent de vieux ouvert à tous les vents. L'Europe n'aura pas d'ennemis, mais elle n'aura pas d'amis non plus. Elle sera en fait, je dirais, un continent d'abdication, là où, encore une fois, je crois que malgré tout, nous restons dans le reste du monde attendus pour ce que nous pouvons apporter de réflexion critique, de conscience du mal, de conscience de l'inhumanité. Vous avez mentionné un peu plus tôt dans cet échange les peuples, notamment les peuples iraniens et turcs. La semaine dernière, le week-end dernier plus exactement, les élections municipales en Turquie ont donné gagnant le parti d'opposition, largement gagnant. Est-ce que c'est déjà une preuve, une illustration que Erdogan et les néo-empires ne sont pas absolument imbattables? Alors j'ai une passion pour le peuple turc, Elle est connue. mais pas la politique turque. Je dirais que non, c'est nous qui mais nous aimons nous illusionner. Évidemment, cette opposition qui a été battue au présidentiel, elle a gagné évidemment les grandes villes, c'est-à-dire la population urbaine, là où elle a son réservoir électoral. De manière plus importante, Erdogan a perdu autour de la mer Noire, enfin, etc., quelques véritables fiefs. Bon, et nous nous disons c'est formidable, mais d'abord, sachons que les gens qui sont aujourd'hui opposés à Erdogan feront sensiblement la même politique étrangère qu'Erdogan. Et le deuxième point, c'est que la grande nouvelle de ces élections pour moi, c'est l'apparition, ou plutôt les 10%, les quasiment 10% que fait ce parti néo-islamiste, qui est un parti radical, et dont je vous dis que en fait, il participe de ces phénomènes qu'on a connus il y a quelque temps chez nous, ces partis populistes, n'est-ce pas, qu'on a vu arriver à 9-10% et qui aujourd'hui sont à 30 ou 40. Ce parti islamiste a l'avenir pour lui, malheureusement, pour la Turquie, pour les Turcs et pour nous-mêmes. Occident, ennemi mondial numéro 1, c'est signé Jean-François Colosimo et essayiste et ça vient de paraître aux éditions Albin Michel. Merci Jean-François Colosimo Merci d'être à vous. venu ce matin au micro de France Culture.